bien, bonjour à toute la grande famille du vivant. Alors c'est un essai direct. Ok, c'est un essai direct. Donc vous inquiétez pas, si je change, si je passe d'un truc à un autre, j'ai un essai. En fait non, c'est plutôt pas un essai. J'essaie de communiquer avec vous en live cette fois-ci, c'est pas dans mes habitudes. J'attends de voir si vous m'entendez correctement. Normalement, j'ai fait l'effort technologique pour que tout le monde puisse m'entendre correctement. S'il n'y a pas d'image, c'est normal. Test, yes. Ok, merci Lionel. Donc certains m'ont demandé le sujet de ce soir. Waouh, Jérémia. Ah super, bonsoir. Salut Véro. Donc je vais commencer par vous faire un petit bonjour à tous. Antares, salut, sont ok. Eh bien c'est parfait. Pour l'image, vous inquiétez pas, c'est normal. Je suis en robe de chambre et donc je ne pense pas qu'il y ait un réel intérêt à voir mon image. Euh, Salut Chris, on n'entend pas bien. Ah, merci. Le son est parfait. Bonsoir tout le monde. Eh bien bonsoir Bapt. Euh, je vais tâcher de pas trop pour l'instant. Pendant les quelques minutes qui vont venir, je vais regarder, je vais dire bonjour à tous ceux qui seront sur le chat. Mais après, je dois vous avouer que si je veux pouvoir développer ce que je veux développer, eh bien, je ne ferai pas trop attention à vos commentaires. Et puis, une fois que j'aurai sorti l'ébauche de ce que j'essaie de faire, eh bien, certainement que je pourrai répondre. Super, Chris. Euh, mais oui, alors j'hésite. En fait, c'est aussi parce que je ne sais pas si ce live va être euh, c'est quoi, c'est qui, du coup c'est qui, c'est quoi. Eh bien moi c'est Jérémia, des carnets de Jérémia. Je parle d'un point de vue légal de notre système et j'essaye toujours de comprendre l'anthropologie de ce qui nous a mené au système actuel, de ce qui se passe, et puis de voir, de comprendre ce qui pourrait nous sortir de ce marasme, de sortir de ce cloaque où parfois on peut me juger un peu pessimiste, ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis quelqu'un de plutôt extrêmement optimiste, euh, à défaut peut-être, hein, bien sûr. Alors vous entendrez certainement le, le briquet. Alors, est-ce que je suis connecté avec Titus? J'ai pas pour habitude de répondre aux questions tout de suite, c'est pas souvent que je fais des lives. Pour Titus, eh bien, il se trouve que je pense qu'il ne me porte pas dans son cœur puisqu'il m'a lancé quelques pics. Et d'ailleurs, ce live permettra aussi de mettre quelques points à plat concernant cette histoire. Hey, Nico, ça va? Yo là-dedans? Bah oui, yo là-dedans. Comme tu vois, j'essaye de m'adapter. Et donc, aujourd'hui, c'est un live vraiment totalement improvisé. Plus de son, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas comment je peux gérer le son. Est-ce que je peux gérer le son, activer le flash, désactiver le micro? Non. Je suis avec un micro, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de porter le micro à ma bouche et puis vous allez me dire si c'est bon. Ok, donc ce soir j'aimerais vous parler du fait que nous sommes définitivement, et Magda, bonjour, Thierry, Lionel, ça va être compliqué, mais je vais prendre le temps de vous dire bonjour, je ne sais pas trop comment je vais devoir appréhender ce live. Je suis un novice dans ce domaine. Je sais que c'est une épreuve qui n'est pas facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En tout cas, de mon point de vue. Généralement, si je fais des vidéos, c'est parce qu'elles sont relativement courtes et que je limite le temps de parole afin de dire que l'essentiel est pas trop de conneries. Donc, voilà, ne m'en voulez pas si c'est un peu décousu ce soir. J'ai tenté de faire une vidéo depuis plusieurs semaines. J'ai failli passer
par le biais de Lorelai, puisqu'en général, l'ébauche de ce que j'essaye de synthétiser se passe sur les lives de Lorelai, mais ce soir, eh bien, je le fais sur ma chaîne. Alors, le titre du live de ce soir, c'est Légalement en dictature, quelle solution? Alors déjà, euh, on pourrait revenir, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, donc je referai un rapide tour de table euh, faut vraiment que j'arrête de regarder vos, vos, vos messages. Oui, je refume Chaban, à mon grand désespoir, mais loin de moi de culpabiliser, j'essaye tout simplement de tendre vers moins d'addiction de manière générale. Je suis loin, très loin d'être parfait. J'ai encore beaucoup de comportements inconscients que je n'ai pas mis en lumière et vous allez voir que eh bien, ces comportements inconscients sont tout à fait en lien avec, le live de ce soir. Donc, reprenons un petit peu les bases de notre système. Vous savez, on nous dit que nous sommes soi-disant dans un état de droit. D'ailleurs, vous avez pu remarquer certaines vidéos en ce moment nous disant que est-ce que l'état de droit est suffisant au terrorisme? Alors, je ne vais pas parler du terrorisme ce soir, je ne vais pas parler non plus de la religion et du respect des croyances, tout ça, ce n'est pas du tout l'objet mais néanmoins, vous voyez bien qu'on se pose des questions sur l'état de droit. Alors l'état de droit, il a quelques éléments constitutifs, et ces éléments constitutifs sont en partie la hiérarchie des normes et pouvoir faire prévaloir la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est quoi? C'est que dans nos principes de société, il y a ce qui est tout en haut, qui prévaut sur tout le reste, et ensuite il y a une hiérarchie entre les lois, entre les ordonnances, les décrets, etc. Il y a une hiérarchie, et l'état de droit, une partie constitutive de l'état de droit, nous dit que nous devons pouvoir faire prévaloir la hiérarchie des normes. Aujourd'hui, on vous dit que, eh bien, on fait attention au décret, on fait attention au manquement du décret, et à tout ce qui pourrait finalement rendre illégal de façon assez pointilleuse, de façon assez légaliste, les choses qui sont mises en place ces derniers temps, ces derniers mois, et je vous le dis tout de suite, qui vont durer ces prochains mois. L'état de droit, donc, c'est de pouvoir faire prévaloir la hiérarchie des normes. Alors voyons un petit peu ce que la hiérarchie des normes nous dit. La hiérarchie des normes fait que nous avons un bloc de constitutionnalité qui est tout en haut et qui, selon le droit, doit pouvoir être fait prévaloir. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais néanmoins, nous devons pouvoir faire prévaloir ce qui est au-dessus de chaque norme. Des lois, des ordonnances, des décrets, des circulaires, des règlements, etc., etc. Dans notre bloc de constitutionnalité, qui est tout au-dessus, donc qui prévaut sur tout le reste, nous avons évidemment la Constitution, nous avons aussi 1789 stricto sensu, c'est-à-dire sans le préambule. D'ailleurs, il serait assez intéressant, au vu des débats télévisés qu'on peut voir, de recadrer un petit peu ce préambule qui a été enlevé et qui fondait notre société sur la supériorité des lois de Dieu. Néanmoins, ce n'est pas du tout le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est constater. Alors évidemment, le constat m'irrisse un peu le poil ces derniers temps, puisque ça fait plusieurs années déjà qu'on essaye de parler aux Français, de parler aux citoyens, à ceux qui représentent ce qu'est le citoyen, c'est-à-dire une fiction déterminée par le droit plus que par la nature, et donc essayer de comprendre où on en est aujourd'hui. Et il se trouve que dans la hiérarchie des normes, il y a 1789, comme je le disais, stricto sensu, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé le préambule, ils l'ont remplacé par celui de 1946. Ce qu'on nous dit dans ce bloc de constitutionnalité, où il y a
également les traités internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que nous avons des libertés fondamentales, des droits fondamentaux. C'est ce qu'ils nous disent. Et ils nous disent aussi que ces droits fondamentaux sont inaliénables, imprescriptibles, intangibles, que personne ne peut diminuer et que personne ne peut éteindre. Pas même un gouvernement, pas même un groupe d'individus, et tous ceux qui tenteraient de détruire ces droits seraient coupables justement de bafouer nos libertés fondamentales. Force est de constater qu'aujourd'hui, la plus basique de nos libertés fondamentales, eh bien, elles sont bafouées. Ce qui fait que nos droits imprescriptibles, soi-disant imprescriptibles, inaliénables, etc., etc., eh bien, ne le sont pas. Ou en tout cas, à condition qu'il n'y ait pas un virus. Un virus. Or, dans nos textes fondamentaux, je vous invite à regarder l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on nous dit que aucun groupe d'hommes, aucun État, aucun gouvernement ne peut diminuer ces lois, éteindre ces lois, ou en tout cas concourir au fait qu'elles s'éteignent ou qu'elles se diminuent. Donc, aujourd'hui, et peut-être que l'oreille est plus ouverte à entendre ce que nous disons depuis plusieurs années, c'est que nous ne sommes plus dans un état de droit. Parce que dans nos droits fondamentaux de 1789, on nous dit que si les droits fondamentaux ne sont plus garantis, alors il n'y a plus de constitution. Donc, autant il y a encore quelques mois, il fallait être un peu plus précis pour définir le fait que nous ne sommes plus dans un état de droit, alors qu'avec ces derniers confinements, eh bien, on peut savoir que les libertés extrêmement fondamentales, telles que celle de se déplacer librement, de circuler librement, eh bien là, ont été éteintes. Sous quelles conditions? Sous condition d'un virus. Or, dans aucun texte, vous ne verrez de conditions à ces lois fondamentales. C'est comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de confinement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de restrictions à un certain niveau. Ça veut juste dire que on ne peut que nous suggérer et pas nous pénaliser parce que ce confinement ne peut pas être imposé, en tout cas pas de droit. Vous savez que le système, depuis très longtemps, et on n'a de cesse de vous le dire, n'est plus un état de droit et n'a jamais été une démocratie. Alors je sais bien que c'est peut-être encore difficile à comprendre pour certains d'entre nous, mais aujourd'hui, je pense que les oreilles sont un peu plus ouvertes, ne serait-ce que par l'article 2 et la résistance à l'oppression, et bien que les gens soient un peu plus au courant de nos libertés, en tout cas d'une partie de nos libertés qui sont totalement bafouées aujourd'hui. Et donc, comme on nous dit que ces droits imprescriptibles ne peuvent pas être éteints et diminués par quoi que ce soit, ce sont dans les textes, Déclaration universelle des droits de l'homme de 1946 à l'article 30, eh bien, 1789, qui est un texte constitutionnel de notre société, je vous rappelle que le bloc de constitutionnalité, celui qui est tout en haut de la hiérarchie des normes, forme le ius. Nous sommes dans le droit romain et nous sommes dans le ius scriptum, dans le droit écrit. Et le ius, c'est le droit. Le droit, pas les droits, mais bien le droit. Le droit, ce sont les principes de notre société. Et les lois sont une déclinaison de ces principes. Et qu'est-ce que nous dit 1789? Eh bien, il nous dit que quand la garantie des droits fondamentaux n'est plus effective, il n'y a plus de constitution. Il n'y a plus de constitution. Et d'ailleurs, vous pouvez observer que, effectivement, il n'y a plus de constitution. C'est-à-dire que le système est en roue libre. Alors c'était peut-être moins visible il y a quelques années, mais pour les gens qui s'étaient attardés
un petit peu à notre système de droit, etc., eh bien, on voyait déjà que c'était déjà effectif. Mais là, il a fallu que eh bien, nos libertés réellement fondamentales, réellement naturelles, celle de pouvoir se déplacer librement où on en a envie, à l'heure que l'on veut, sans devoir faire des attestations, eh bien là, eh bien les yeux des gens se sont ouverts et qu'on commence à s'apercevoir qu'effectivement, il y a un problème dans notre démocratie, démocratie qui n'a jamais existé depuis le temps où elle était instituée, c'est-à-dire 1789. À l'origine, je devais vous faire une vidéo sur l'ordre naturel et l'école de pensée physiocratique parce que je trouvais ça très intéressant de développer leur théorie. Mais c'est vrai qu'au vu de la situation actuelle, j'ai senti plus nécessaire de venir vous parler eh bien, de la situation actuelle et de vous aider à vous donner les moyens de faire face aux événements futurs, puisqu'ils ne vont pas s'arrêter là, tout simplement parce qu'il en dépend de la vie du système, de la survie du système, et donc ils iront jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est quoi? Eh bien, j'ai fait une vidéo il y a presque 6 mois de ça sur le Covid-19 et le business 3.0, eh bien, qui reprend les tendances. C'est pas réellement des prédictions, je m'amuse pas trop à ce genre de choses, mais j'essaie de développer les tendances qu'on a pu voir euh, ces derniers siècles, voire ces derniers millénaires, notamment sur la complexification des échanges dans les grands groupes d'hommes. Donc vous voyez bien qu'il y a une partie légale, il y a une partie anthropologique, et on va parler aussi de la partie euh, psychologique et philosophique. Alors je sais que certains n'apprécient pas le fait que je parle de la philosophie, pensant que ça n'a aucun lien avec les lois et le droit. Et pourtant, et pourtant, eh bien, c'est mal connaître la philosophie puisque notre, notre système de droit est basé sur le fait qu'il faille régir les interactions entre les hommes et donc leur comportement. Et la philosophie, justement, a tendance à essayer de démontrer certains types de comportements, notre soumission aux pensées, notre processus de pensée, nos processus émotionnels. Et donc c'est important puisque on pourrait distinguer deux choses. Il y a la nature humaine, celle qui est innée, celle qui est inscrite, je dirais, dans notre ADN. Et si vous voulez vous faire une idée de ce que peuvent être les différentes natures de l'être humain, eh bien, vous pouvez euh, penser à la différence qu'il y a entre les animaux et l'espèce humaine. Loin de moi de minorer la raison et la conscience des animaux, mais néanmoins, on ne peut que constater que nous sommes les seuls animaux à faire des centrales nucléaires, si bien qu'il y a quand même une nette différence. Une nette différence dans la conscience de soi. Nous sommes les seuls animaux, selon moi, à nous projeter euh, à volonté dans le temps. Nous sommes capables de nous projeter à notre mort et même au-delà de la mort, hein, ce qui mène à la spiritualité. C'est pour ça que le droit, la spiritualité et la philosophie sont intrinsèquement liés, puisqu'effectivement, beaucoup de textes dans différents pays, reconnaissent la supériorité des lois de Dieu. Donc là, on pourrait en parler, mais on reconnaît aussi le fait que, eh bien, il y a une différence entre la nature humaine, qui est l'empathie, la compassion, la capacité de raison, la conscience de soi-même, et le comportement humain. Pourquoi je fais une différence? Eh bien parce que le comportement humain est lié à notre environnement. Dit autrement, si j'impose une forme d'environnement, eh bien je vais générer une forme de comportement. Et donc c'est pour ça que la philosophie est liée au droit depuis toujours, parce que les lois régissent les interactions entre les hommes et leur comportement. Or, on comprend bien que les comportements sont liés à notre environnement.
Et c'est assez essentiel, puisque vous comprenez bien alors que si je génère un certain type d'environnement, alors je vais générer chez les gens un certain type de comportement. Et ces comportements, comme ils nous ont été transmis de façon intergénérationnelle, de façon même, je dirais, ancrée dans notre ADN, eh bien, nous avons tendance à ne plus les regarder et à ne plus être conscients de ces comportements. Alors on pourrait se dire, oui, mais de quoi tu nous parles? Eh bien, euh, le système de manière générale se base sur les faiblesses de vos comportements inconscients pour nous manipuler. Alors, il y en a qui prônent le fait de devoir finalement supprimer les manipulateurs. Et moi, je prends l'autre parti, celui de supprimer les gens manipulables. Ainsi, peu importe le nombre de manipulateurs, eh bien, ça ne changera pas grand-chose. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si certaines formes d'environnement génèrent une certaine forme de comportement, alors tout se passe par le comportement. C'est parce que j'ai un certain comportement face à la société que certaines lois ont la nécessité d'apparaître, et pas l'inverse. Dit autrement, si je change l'environnement, eh bien il y a forte chance que je change les comportements. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire, par le biais des Gilets jaunes, par le biais de tous ces gens qui prennent conscience que le système n'est pas ce qu'on nous a fait miroiter. Eh bien, c'est qu'on voudrait changer de système, on voudrait changer d'environnement. Ce que je trouve extrêmement louable. Simplement, la capacité pour nous de changer le système, eh bien, est essentiellement liée au nombre. Au nombre, c'est quand nous serons réellement des millions au même endroit, au même moment, pour une même idée, que nous aurons la chance de peut-être pouvoir changer le système. Mais en attendant, il n'y a pas que cette solution que de changer d'environnement, c'est-à-dire changer les principes de notre société. Nous pouvons aussi prendre conscience des comportements qui sont liés à notre environnement et ne plus être sujet à nos comportements que je dirais inconscients. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on répète ces comportements, eh bien que le système, lui, sait très bien que nous avons ce comportement puisqu'il l'a généré par l'environnement qu'il a créé. Ainsi, un exemple tout simple, si demain l'argent devenait à être banalisé, eh bien peut-être que la cupidité disparaîtrait ou encore que le vol disparaîtrait. Donc c'est pour vous dire que euh, notre comportement est essentiellement lié, je ne parle pas de la nature, hein, je parle bien du comportement, elle est essentiellement liée, et tout ça c'est très fortement décrit, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à il y a moins de 2500 ans avec les stoïciens, nous avons aussi la Boétie, nous avons Machiavel, nous avons Chomsky, Naomi Klein, qui nous expliquent tout ça, qui nous expliquent que les systèmes utilisent les faiblesses des comportements qu'ils ont générés par la forme de notre environnement pour nous manipuler. Alors comme je vous le disais, c'est vrai que dans les solutions, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est finalement changer notre environnement afin de générer d'autres comportements. Ça, c'est non pas illusoire, je serais très heureux qu'on puisse le faire, mais néanmoins, ça ne dépend pas de nous. Qu'est-ce que je veux dire par ça ne dépend pas de nous? Dans la vie, il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui ne dépendent pas de vous. Ça, c'est le point de vue stoïcien. Mais il y a une nuance entre les deux. Les stoïciens nous disent que euh, il y a des choses qui dépendent un peu de nous et en même temps qui dépendent un peu pas de nous. Dit autrement, pour les stoïciens, ce qui ne dépend pas uniquement de nous, eh bien, nous n'avons pas à nous en soucier, nous n'avons pas d'emprise dessus. Alors même si parfois, comme je vous le disais, dans des situations, les choses sont partagées, ça dépend un peu de nous et un peu pas de nous, eh bien, pour les stoïciens, et c'est la limite finalement de leur philosophie pratique, c'est que tout ce qui ne dépend pas de nous et uniquement de nous n'a pas à interférer
dans nos processus de pensée et dans nos processus émotionnels. Donc là, il n'y a pas besoin de rentrer dans le stoïcisme pour exprimer ce que j'essaie de vous dire. J'essaie de vous dire que comme nous ne sommes pas capables, pour l'instant, de modifier notre environnement pour modifier nos comportements, alors nous pouvons commencer à prendre conscience de notre propre comportement. Ces comportements qui généralement sont inconscients, parce que nous les répétons sans cesse depuis notre enfance, depuis des générations, hein, c'est intergénérationnel, sans parler de la partie, je dirais, presque génétique qui est ancrée dans le mode survie. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui nous a servi jusqu'à quasiment aujourd'hui, c'était le mode survie. Et donc, il y a eu plein de comportements qui ont été générés par le mode survie. Et du fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où notre vie n'est pas mise en jeu chaque jour, eh bien, tout cet attirail de l'ego, toute cette attirail de conditionnement sur notre survie, ben, nous est plus réellement nécessaire. Demain, je sais que j'aurai à manger dans mon frigo et que aucun membre de ma famille va risquer sa vie. Et bien ça, il y a encore quelques dizaines, voire centaines d'années, eh bien, c'était absolument remis en cause. Hein, la durée de vie des êtres humains était beaucoup moins longue, le taux de mortalité infantile était beaucoup plus grand, et donc on avait un rapport à la mort qui était bien plus présent, qui fait qu'aujourd'hui, on a, comme la société a évolué de façon extrêmement rapide par le biais des développements technologiques, l'être humain n'a pas eu le temps de s'adapter, ou en tout cas euh, n'a pas la capacité suffisante de s'adapter au niveau de l'évolution de nos sociétés, ce qui fait qu'on se retrouve avec des attirails qui sont liés à la survie. Alors, ça peut être les émotions, ça peut être les processus de pensée qui sont totalement inadaptés. Euh, et donc, aujourd'hui, on comprend bien que on a tout un tas de conditionnements qui ne nous appartiennent plus vraiment parce qu'ils n'ont plus lieu d'être dans notre société. Ce que j'essaie de dire aussi, c'est que quand nous prenons compte des comportements de nous-mêmes, alors je sais bien que c'est pas, c'est pour ça que mon discours est à contre-courant et c'est peut-être aussi pour ça que je parle peu ces temps-ci, c'est que, eh bien, mon discours est assez peu audible puisque je parle du travail que nous avons à faire sur nous-mêmes et c'est la solution, je dirais, euh, la solution initiale et non pas la solution finale. C'est la solution initiale parce que depuis le début, cette solution, elle a toujours été là. Que ce soit pour les systèmes passés, pour les systèmes présents et pour les systèmes futurs. Puisque le système se sert de nos comportements inconscients, eh bien il suffit de prendre conscience de nos propres comportements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, euh, de ne plus être sujet à nos désirs, de ne plus être sujet à la peur, de la peur, je dirais, future, de ne plus être sujet à nos passions, à nos envies, à nos craintes. C'est parce que nous sommes sujets à nos propres comportements inconscients que le système s'en sert parce qu'il les a générés. En fait, il suralimente par la télé, par le système, par l'école, par tout ce que vous pouvez observer du système physique, eh bien, on vient suralimenter, surconditionner certains types de comportements. Et ces comportements-là, comme on les a depuis très longtemps, eh bien, et qu'on ne les regarde plus, eh bien, ils sont devenus invisibles, ils sont devenus inconscients. L'exemple typique que je répète souvent, c'est confessions intimes. Quand vous regardez confessions intimes, vous voyez que les gens qui se regardent dans leur propre conditionnement, ils ne se reconnaissent pas. Quasiment la totalité, ils vous disent, bah, je ne me reconnais pas, c'est pas moi ça. Vous comprenez que c'est extrêmement étrange d'un point de vue rationnel, un être humain qui se voit lui-même dans un comportement ne pas se reconnaître. C'est totalement irrationnel. Et c'est bien que nous avons des comportements inconscients. Et le système se sert de ça. Il se sert de nos désirs, par exemple. Sachez que quand vous
vous êtes sujet à votre désir, c'est-à-dire que vous ne percevez pas l'attention irrationnelle que vous portez sur ce désir, eh bien, fait que vous serez obligé d'être soumis en quelque sorte à celui qui possède votre désir. Et vous serez aussi soumis à celui qui peut vous enlever votre désir. Ce qui fait que le système se sert de nos comportements dont nous n'avons pas conscience pour nous manipuler. Et donc, comme je le disais, que ce soit dans un futur, que ce soit dans un système passé ou dans un système futur, avec notamment les puissances de calcul actuelles, ce qu'on appelle vulgairement l'intelligence artificielle, eh bien, là encore, c'est-à-dire que quand vous aurez une puissance de calcul qui captera sans arrêt votre physiologie, hein, on voit déjà plein de capteurs numériques qui captent notre physiologie. La physiologie, c'est les émotions. Chaque émotion a une physiologie, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, etc., la peur. Tout ça, ça a une physiologie. Et donc, quand nous avons des objets numériques qui sont capables de plus en plus de capter notre physiologie, si vous donnez ça à une puissance de calcul qui aujourd'hui est incommensurable par rapport à celle des êtres humains, eh bien, vous aurez quelque chose qui pourra prédire avec le moins en moins d'approximation vos comportements. Et donc, si vous ne prenez pas conscience de ces comportements inconscients, vous serez manipulable de façon quasiment absolue, puisque la puissance de calcul ou l'intelligence artificielle souffrira de moins en moins d'imprécision. Mais là encore, la solution est toujours la même, c'est être conscient de nos propres comportements inconscients. Et quand nous prenons conscience, quand nous devenons plus sujets à notre désir, que nous devenons plus sujets à nos pensées inadaptées, puisque le monde a évolué d'une façon tellement vite qu'on se retrouve, comme je vous le disais, avec un bagage de conditionnement qui nous est plus réellement nécessaire en termes de survie. Je vous donne un exemple. Voyez les chercheurs de vérité, tous ceux qui cherchent tout comme moi, hein, qui cherchent sans arrêt à comprendre le pourquoi, du comment, et à mettre du sens à toutes les informations, eh bien tout ça, c'est lié encore à la survie. Parce que la sélection du plus apte a fait que, eh bien effectivement, la nature a eu tendance à sélectionner les gens qui étaient le plus capables de complexifier les choses, de les intellectualiser pour mieux les comprendre et enfin mieux les anticiper. Mais là encore, aujourd'hui, est-ce qu'on a réellement besoin, en termes de conditionnement, d'apprendre sans arrêt toutes ces choses pour comprendre, mettre du sens, prendre conscience, etc., etc. Arrivé à un moment, on se fait dépasser, tout comme moi, hein, je n'exclus absolument pas du lot, on se fait dépasser par ces comportements inconscients qui deviennent inutiles. Inutiles en termes de physiologie, en termes d'énergie et euh, en termes de compréhension. C'est-à-dire que, eh bien, je vous donne un seul exemple. Regardez comment certains peuvent se mettre en contrariété face à une mouche. Une simple mouche. Une simple mouche qui passe, qui vole. Eh bien, je peux voir que cette pauvre petite mouche, elle est capable de bousculer l'intériorité de chacun, de bousculer finalement leur centre et les contrarier. Hein, et on peut passer une demi-heure à essayer de réduire cette mouche à néant puisqu'elle nous agace, puisqu'elle fait bzzz tout le temps. Et donc passer une demi-heure à essayer de la tuer, à se plaindre des autres, à se plaindre du créateur, de la création, pour dire qu'est-ce qu'elle fout là, cette putain de mouche qui me fait chier. Donc, voyez comme une simple mouche peut bouleverser votre intériorité. Et c'est là, c'est un de nos comportements qui est irrationnel. Il suffirait simplement d'accepter
et donc d'arrêter de résister à cette mouche qui n'a en réalité un pouvoir de nuisance qui est extrêmement peu grand. Mais c'est la représentation de ce qu'on fait de cette mouche, de son pouvoir finalement de nuisance, de son pouvoir de nuisance, qui fait que, eh bien, on pourrait consacrer 15-20 minutes à essayer de tuer cette mouche, d'avoir une physiologie de contrariété qui n'est pas vraiment bonne pour le corps, qui met des heures à s'évaporer d'un point de vue physiologique, tout ça pour une mouche. Alors que la raison nous imposerait de ne pas nous soucier de cette mouche. D'une, parce qu'elle ne dépend pas de nous, ou en tout cas pas entièrement de nous. C'est-à-dire que on pourrait la tuer effectivement, mais néanmoins, il y a tout un facteur qui fait que c'est difficile de la tuer. Ouais. Ou le moustique aussi, effectivement, parce qu'il nous... Mais t'as raison, c'est plus pointu encore on va encore au-delà de la compréhension. Hein, quand je vois un moustique qui me pique, eh bien, plutôt que de m'énerver ou d'être contrarié, je me dis que je viens de sauver une petite famille de moustiques avec des bébés moustiques. Et donc, bon, c'est ce que j'explique à mes enfants, même si c'est pas toujours très bien perçu. C'est-à-dire que tout ce qui ne dépend pas de nous ne doit pas vous impacter émotionnellement. Le stoïcisme, c'est soit salut, démit-il, c'est effectivement de maîtriser ses émotions. Vous voyez encore aujourd'hui comment on nous manipule par l'émotion. Voilà, on fait égorger une petite dame de 60 ans dans une église, on fait égorger un prof, décapiter un prof, etc., etc. Et voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça crispe, ça cristallise les émotions, et là vous avez tout un tas de radicalités qui montent, qui poussent, et qui mènent à des divisions, qui mènent à des manipulations par l'émotion. Ils ont toujours fait comme ça. Et tant que justement nous serons sujets à nos émotions et que nous perdrons notre rationalité, je vous rappelle que perdre sa rationalité, c'est rendre possible ce qui est impossible. Hein, et donc, quand nous sommes sous le coup de l'émotion, nous perdons notre rationalité. Alors, certains me disent que la vision que je propose est une voie de garage. Ils se reconnaîtront. Moi, ce que je trouve est une voie de garage, c'est nous faire croire qu'en, rattrapant, qu'en récupérant un papier qu'a fait l'État, c'est-à-dire l'acte de naissance. D'ailleurs, je ferai une petite... je suis pas trop, je suis pas trop le- l'ordre que j'avais prévu. Mais néanmoins, on a vu l'état de droit, on a vu la sûreté, donc la sûreté, article 2. Tiens, on va revenir sur l'article 2. Excusez-moi si je passe d'un coup à l'autre, c'était prévu un petit peu dans la vidéo, dans ce live. Donc l'article 2 nous dit que toute organisation politique a pour unique but de conserver les droits imprescriptibles de l'homme. Ouais, c'est une petite vidéo exactement Sébastien A. J'aime beaucoup Frédéric Delavier, aussi, aussi piquant qu'il puisse être. J'en parlais encore tout à l'heure. Donc, je voulais revenir sur l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'elle est très significative et elle veut dire beaucoup de choses. Donc, je vous la répète, toute organisation politique a pour unique but de conserver les droits imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, on nous dit dans la première phrase, on nous dit que euh, toute organisation politique a pour unique but de conserver les droits imprescriptibles de l'homme. Je ne sais pas comment c'est pour chez vous, mais pour conserver quelque chose, il faut déjà que je l'ai entre les mains. Hein. Euh, et c'est ça les droits de l'homme. C'est l'opposition entre l'homme et le citoyen. D'un point de vue plus juridique, et ça, bah, ça va faire... je ne vais pas me faire des amis en disant ça, surtout dans la mouvance souveraine. C'est que on parle là de la fiducie. Quand on vous parle de l'article 2 et des droits de l'homme qui sont conservés, on vous parle de la fiducie.
La fiducie de l'acte de naissance, la fiducie innommée, eh bien, ce n'est pas juste un transfert de droit unilatéral. C'est pas juste l'État qui vient nous donner des droits fictifs, c'est-à-dire qui nous permettent de nous donner plus de droits que la réalité nous le permet. Non, c'est pas ça. Les droits de l'homme, c'est tu me donnes, par le biais de cet acte de naissance, tu me donnes tes droits naturels, et en échange, je te donne la sécurité et les privilèges. J'ai longtemps pensé que c'était unilatéral et que finalement, il ne faisait que nous donner du plus. Et il est évident que s'ils veulent pouvoir conserver nos droits naturels, eh bien, il faut bien qu'ils les possèdent en premier lieu. Et c'est pour ça que lors de l'acte de naissance, eh bien, nous donnons nos droits naturels pour qu'ils puissent nous donner eh bien, les privilèges et la sécurité du citoyen. Là encore, alors oui, effectivement, la fiducie, c'est la confiance, la fiducia, donc c'est un des plus vieux contrats romains, un contrat express, donc un contrat signé et écrit noir sur blanc. Simplement, souvent j'entends dans la fraude du nom, chez les souverains, les divins créditeurs, eh bien qu'il y a un dol sur la fiducie. Quel acte de naissance? Eh bien, c'est faux. En tout cas, je n'ai jamais trouvé de texte me prouvant le contraire. C'est que pour qu'il y ait un dol, le dol est lié à un vice de consentement. Donc, pour qu'il y ait un dol sur l'acte de naissance, il faudrait qu'il y ait un consentement à donner. Mais la déclaration de naissance, elle est obligatoire. Donc, vous n'avez pas de consentement à donner. Donc, il ne peut pas y avoir de dol. Peu importe ce qu'ils ont mis derrière cette fiducie innommée, eh bien, elle est d'ordre public. Elle est obligatoire, elle est non négociable. Donc il ne peut pas y avoir de dol sur l'acte de naissance. D'ailleurs, l'article 2012 du Code civil nous le dit précisément, la fiducie peut être un contrat ou être établie par la loi. Et donc pour qu'il y ait une qualification de contrat, le contrat émerge du consentement. Donc pour qu'il y ait la qualification de contrat, il faut qu'il y ait un consentement à donner. Or, vous n'avez pas de consentement à donner sur la déclaration de naissance, puisque elle est obligatoire, cette déclaration de naissance. D'ailleurs, sur simple présomption, salut Saïd, d'ailleurs, sur simple présomption, le procureur de la République, qui est garant des personnalités juridiques, eh bien, va créer un acte de naissance sans votre consentement, parce qu'il n'en a pas besoin, parce que c'est d'ordre public. Et donc, ça veut dire que c'est non négociable. Et c'est en ça que je suis un peu à contre-courant du mouvement souverain de manière générale, c'est que plutôt que de vous dire ce qui m'arrangerait, plutôt que de vous dire ce que j'aimerais bien, eh bien, je dis uniquement ce que je crois être vrai. Peu importe si je dois mettre la communauté à dos, peu importe si euh, on a pu me critiquer, m'insulter, me diffamer, etc. Eh bien, j'ai aucun intérêt, ne serait-ce que pour moi, puisque je suis là par devoir. Si je parle avec vous, euh, c'est essentiellement par devoir. J'ai pas réellement de plaisir. C'est souvent difficile de faire des vidéos. Euh, mais voilà, quand j'estime que c'est nécessaire, quand je ressens la nécessité de vous transmettre certaines informations, eh bien je le fais par devoir en quelque sorte. Je ne demande rien et je n'attends rien de ce que euh, de ce qu'on peut penser, etc., etc. Être humain souverain, c'est un réel plaisir de te voir sur mon live. On a tellement de choses à se dire depuis tout ce temps qui s'est écoulé, notamment sur la fiducie. Donc, je pense que, effectivement, la solution initiale, c'est ce dont je voulais parler dans la vidéo sur l'ordre naturel. Cette solution initiale, elle a toujours été là. C'est la maîtrise de nos émotions, vaincre nos émotions, vaincre nos désirs, vaincre nos peurs, vaincre tout ceci qui nous amène dans le moment présent. Et donc, si vous enlevez
les projections dans le passé, je l'ai déjà dit, hein, mais si vous enlevez vos projections dans le passé, vos projections dans le futur, il vous reste le présent. Et dans ce présent, vous pouvez être encore induit en erreur par l'illusion du contrôle et la résistance à à ce qui ne dépend pas de nous. Eh bien, une fois que vous avez enlevé tout ça de votre vie, il vous reste que la plénitude. Il vous reste un refuge en vous-même, éternel, qui vous coupe de, de cet apparent désordre euh, qui fait que, eh bien, nous sommes encore sujets à nos émotions, sujets à nos désirs, sujets à nos passions. Euh, Là encore, peut-être que je vais mettre à dos certains du mouvement souverain. Mais je vous rappelle que si vous dites à Macron, je suis un esclave, il va vous dire, bah, écoutez, un esclave qui peut quitter le pays et qui est libre de quitter le pays, c'est pas un esclave. C'est un esclave consentant. Donc on peut être hypocrite, on peut être contradictoire ou se voiler la face, mais si nous sommes toujours dans le système France, personne ne nous oblige à y rester. Donc il faut accepter que effectivement on consent à cette forme d'esclavage. Mais bien plus que d'y consentir, il faut le consentir en conscience, savoir ce qu'on fait. Et donc, si vous perpétuez à juger du bien et du mal, à être jaloux, à être vaniteux, à chercher la gloire, à, à juger l'autre, eh bien, intrinsèquement, puisque les systèmes sont basés sur notre comportement, eh bien, vous comprenez que euh, c'est en changeant nos comportements que nous changerons les lois. C'est bien parce que la société a généré un certain type de comportement qu'on a dû inscrire des lois pour brimer les comportements, je dirais, immoraux, hein, puisque la morale, là encore, fait partie de la philosophie, et on voit bien que c'est tout à fait subjectif, hein, la morale d'un pays à un autre, d'une civilisation à une autre, peut être modifiée. Euh, et donc c'est en prenant en conscience que c'est parce que nous avons certains comportements que certaines lois ont eu nécessité à apparaître. Euh, Et donc, c'est en prenant conscience et en maîtrisant nos comportements que nous allons pouvoir changer la société. Euh, alors, comment sortir du système, nous dit euh, Baft Terre. Eh bien, j'ai envie de te dire que peu importe à l'endroit où tu vas te trouver sur Terre, peu importe le système dans lequel tu vas te trouver, si tu n'as toujours pas résolu tes, euh, tes dissonances intérieures, si tu n'as toujours pas pris conscience de tes comportements inconscients, que tu es toujours sujet à tes désirs, à tes passions, à tes pensées, à tes émotions, peu importe l'endroit où tu vas te trouver sur Terre, tu vas te plaindre. Tu vas te plaindre de l'autre, tu vas te plaindre de l'état où tu es né, tu vas te plaindre de ton Seigneur, tu vas te plaindre de ton Créateur. C'est pour ça, c'est pour ça que, peu importe, si demain je fais naître une théocratie, allez, demain on décide tous ensemble qu'il y a bien un créateur, que l'observation de la nature nous dit qu'il y a telle loi et telle loi qui s'appliquent, eh bien, intrinsèquement, ce système, si nous n'avons pas réglé ces problèmes de comportement inconscient, eh bien, dans 100 ans, 200 ans, 500 ans, on va en revenir au même système qu'aujourd'hui, puisqu'il faudra régir exactement les mêmes comportements. Euh, donc c'est pour ça que récupérer son acte de naissance ou se faire reconnaître vivant par un système corrompu, pourri, qui ne se soucie même pas de vos droits fondamentaux, le simple droit de circuler librement, eh bien, non pas que je pense que ce soit une impasse, c'est important de comprendre qui nous sommes, de comprendre notre souveraineté et notre pouvoir, mais néanmoins, si nous ne changeons pas nos comportements, que nous continuons à jalouser, à haïr, à envier, à, à, à se venger et à ne pas prendre conscience de la plupart de nos comportements inconscients, eh bien, on peut recommencer une nouvelle société avec des nouveaux principes, mathématiquement.
inévitablement, dans le temps, on reviendra à peu près à ce même système. Il faut réfréner les comportements immoraux, on pourrait parler de la morale bien sûr, mais les comportements immoraux de l'homme. Mais là encore, c'est bien l'environnement qui conditionne notre, nos comportements. Comme je le disais au début, il y a une différence entre la nature humaine, qui elle est innée, et le comportement humain qui, lui, est lié à l'environnement. Si demain je supprime l'argent, bien comme je le disais, la cupidité aura tendance à devenir euh, obsolète et le vol également. Donc vous voyez bien que c'est une histoire de comportement. Si par exemple je regarde la population carcérale aujourd'hui, eh bien 90 à 95% de la population carcérale, elle est pauvre. Donc si j'enlève l'argent du dessin de l'équation, eh bien tous ces gens sont libres. Donc il faut bien comprendre que nous sommes, en termes comportementaux, nous sommes le fruit de notre environnement. Et comme je vous le disais, c'est soit on change d'environnement, donc on peut aller dans un pays où les règles sont moins appliquées ou moins applicables, qui fait qu'on sera plus libre d'une certaine manière, euh, ou on peut, parce que si on n'est pas, soit on accepte de rester en France, et donc on fait face à ce système, soit on change de système, effectivement, on change d'environnement, et là nos comportements vont changer. Maintenant, pour ceux qui ont fait le choix, et c'est un choix, il ne faut pas être hypocrite, et c'est un choix que de rester en France sous ce système, eh bien, la seule solution, l'unique solution, c'est de gérer nos propres comportements. Parce que, alors effectivement, c'est pas très glamour hein, comme révolution, c'est pas très vendeur par rapport à une belle manifestation où on serait des millions et des millions et qu'on arrive à faire plier l'État, ce que je souhaite de tout mon cœur, hein. C'est pas là la question. Mais c'est qu'en état actuel des choses, je pense que là où on peut commencer, c'est là où on a de l'emprise, et donc là où ce qui dépend de nous, et uniquement de nous. Et donc, eh bien, je pense, et c'est pour ça que j'appelle ça la solution initiale, parce que ça fait 2500 ans qu'on n'arrête pas de nous le rabâcher, eh bien, tant que nous aurons ces comportements tels que la jalousie, que l'envie, que les désirs, que les émotions, etc., etc., eh bien, nous vivons dans un trouble permanent. Nous vivons dans un trouble permanent. Elle n'est pas là, l'essence humaine. Tout ça, c'est un conditionnement lié à la survie, qui s'est inscrit pendant des milliers d'années et qui, presque d'un coup, en un claquement de doigts, eh bien, nous sert plus à rien. Nous sert plus à rien parce que demain, et il n'y a aucune raison probable que je mette ma vie en jeu. Et donc on n'a plus ce lien de survie et tout ce conditionnement qui nous a servi à rester vivants aujourd'hui. C'est là le paradoxe. Euh, c'est bien parce que on n'arrive pas à le comprendre. C'est bien parce qu'on n'arrive pas à le comprendre que on tourne en rond. Parce que ce qui était irrésolu dans notre cerveau, eh bien, continue à mouliner. Si la conscience ne peut pas mettre de sens, pour moi la conscience elle met du sens. Quand j'ai pris conscience de quelque chose, ça veut dire que j'ai mis du sens sur quelque chose et que je viens de l'intégrer. Mais si il y a des choses qui sont irrésolvables, comme beaucoup de nos pensées inadaptées, eh bien ces pensées irrésolvables, elles ne vont pas, si on n'en prend pas conscience, eh bien elles vont sans arrêt mouliner dans notre petite tête. Hein, on va être sans arrêt en train d'essayer de trouver une solution. Or, si on a un peu de hauteur avec avec notre processus de pensée et notre processus émotionnel, eh bien on s'aperçoit que cette question qui mouline sans arrêt, elle ne peut pas avoir de résolution. Et donc il faut l'oublier, parce qu'elle ne dépend pas de nous. Sinon, elle va continuer à mouliner. Donc voilà un petit peu tout ce blabla qu'on peut voir aujourd'hui. Nous ne sommes donc plus dans un état de droit, nous ne l'étions déjà plus depuis longtemps. Mais là, ça devient visible. Et donc les gens sont un peu plus ouverts à entendre. D'ailleurs, on voit le nombre de gens qui connaissent l'article 2 avec la résistance à l'oppression. On le voit bien que les gens prêtent une oreille parce que ça les touche directement dans leurs droits réellement fondamentaux.
nous, finalement, on avait commencé à regarder les droits qui sont fondamentaux, certes, mais qui sont plus dilués, qui sont peut-être moins faciles à percevoir quand on est dans un petit monde de confort et que tout va bien. Mais là, on voit bien que eh bien, nos droits fondamentaux, ils viennent de disparaître. Et donc, s'ils ont disparu, ces mêmes droits fondamentaux qui sont le pilier de toutes les lois, eh bien, nous disent que si ils ne sont pas garantis, eh bien, il n'y a plus de constitution. Et donc, nous ne sommes plus dans un état de droit. Et donc, si vous n'êtes plus dans un état de droit, oubliez la justice, oubliez la constatation, parce que ben, je vois plein de gens, ah oui, ça c'est, ce petit décret, il est illégal. Je vois par exemple Carlos Brusa, à qui j'en veux pas du tout, mais qui est vraiment dans un mode positiviste du droit, en mode légaliste du droit, où il va chercher les manquements du petit décret qui fera que c'est applicable ou pas, etc. Alors que moi j'aimerais plutôt qu'on parle des principes de notre société et donc de ce qui est tout en haut, à un point de vue national et même international, puisque au moins d'un point de vue européen, n'oubliez pas que nous sommes en Europe, eh bien le droit est avec nous. Et le droit nous explique aujourd'hui que nous ne sommes plus dans un état de droit puisqu'il n'y a plus de respect de la hiérarchie des normes et que les droits fondamentaux ne sont plus garantis. Ce qui veut dire que nous sommes légalement dans une dictature. Donc, nous sortir tous les 4 matins que tel et tel décret n'est pas valable, est illégal, que telle ou telle chose est illégale, eh bien, ça fait 3 ans que nous, on fait le boulot, et 3 ans qu'on essaye de vous le dire, et donc, pour nous, je veux dire, on le sait. Donc maintenant, il faut arrêter d'être étonné, et arrêter d'être étonné, parce que je peux vous assurer, même si j'ai une vision extrêmement positive de l'avenir, mais je peux vous assurer que dans les mois qui vont venir, ils ne vont pas lâcher le morceau. Ils ne vont pas lâcher le morceau parce qu'il en dépend de leur survie à eux. Le système a besoin de nous imposer tout un tas de choses s'il veut rester en vie. Et ça passera par, évidemment, l'identité numérique. Alors, c'est vrai que quand il y a 6 mois, j'ai sorti la vidéo sur le Covid-19, on m'a pris un peu pour un fou en me disant « Ouh là là, c'est très complotiste, l'identité numérique, la monnaie mondiale, la 5G, ouh là là ». Et à l'époque, ce qui avait mis un peu en déroute non pas ma prédiction, mais ce développement des tendances, c'était que la loi Avia n'était pas passée. Donc on m'a dit oui, mais t'as vu, la loi Avia n'est pas passée, ça passera jamais, sauf que depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a encore eu une suraugmentation de la numérisation des données. On a eu l'apparition des CDC, hein, c'est-à-dire de l'euro virtuel, et ça, je vous l'avais prédit aussi. Et qu'est-ce qui se passe grâce ou plutôt à cause de ce professeur qui s'est fait décapiter? Eh bien là, on remet en question l'anonymat sur Internet. Et l'anonymat sur Internet, ça pulvérise, ça détruit l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que eh bien, chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique à tout lieu et en tout moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir une identité, oui, mais que vous n'êtes pas obligé de la représenter tout le temps. Alors, je vois ce commentaire qu'on me sort souvent, l'anonymat sur Internet n'existe pas. Alors effectivement, d'un certain point de vue, on peut retrouver votre IP, etc., etc. Mais il faut que les organismes communiquent entre eux. À la fois YouTube, à la fois les renseignements, à la fois les IP, les serveurs, les fournisseurs d'accès Internet, etc. Sauf que d'un point de vue légal, c'est pas possible, puisque les données sont anonymisées. Donc oui, quand c'est extrêmement grave, on va pouvoir retrouver votre identité, etc. Ça, effectivement, d'un point de vue officieux, effectivement, ça n'existe plus déjà sur Internet. Mais entre être officieux et officiel, il y a une grande marge. Et ce que nous propose l'identité numérique et donc la suppression du droit à l'anonymat, eh bien, pensez bien que dans 1789 et dans la majeure partie des chartes et des textes de loi qui régissent
nos sociétés, l'article 1 prévaut sur le 2 prévaut sur le 3, et que le 3 prévaut sur le 4, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'attaque au numéro 2, eh bien tous ceux qui sont en dessous sont balayés. Et c'est ce que fait le droit à l'anonymat. Le droit à l'anonymat, donc c'est l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, fait que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas tout le temps obligé de reconnaître la personnalité juridique. Vous n'êtes pas obligé de vous balader avec une pancarte en mettant votre identité dessus. Comme la police, par exemple. Ils sont obligés d'avoir un RIO, qui n'est pas vraiment l'identité, mais qui est une façon de les reconnaître légalement. Et donc, le fait que on généralise finalement, qu'est-ce qu'on vous dit sur Internet? On vous dit c'est l'impunité, parce que vous n'êtes pas sujet de droit, parce que on ne peut pas certifier de votre identité. Alors effectivement, comme tu le dis, on peut retrouver avec le VPN, etc. On peut retrouver ton IP et savoir exactement qui tu es. Oui, mais pour ça, il ne faut pas que, légalement, il ne faut pas que les organismes communiquent entre eux. Ça veut dire que si on veut te condamner, il faut absolument que les preuves qu'on apporte sont obtenues de façon légale. Et donc, communiquer avec YouTube qui balance avec ton serveur, ton fournisseur, qui balance directement avec ton IP, etc., ben, c'est limite en termes de droit. Que là, quand on libéralise le fait d'avoir une identité numérique qui va être une sorte d'entonnoir à toutes les interactions que vous allez pouvoir faire avec votre identité numérique, eh bien non seulement vous redevenez sujet de droit, et donc ce n'est plus l'impunité, ça veut dire que on va pouvoir vous mettre des amendes sur Internet parce que vous avez fait une blague antisémite. Ah, vous avez fait une blague islamophobe, pouf, ça va pouvoir être sanctionné. Je vous rappelle que la loi Avia, c'est la haine sur Internet. La haine sur Internet, c'est un fourre-tout. Et ça n'a pas de sens, je dirais, anthropologique. On, on essaie de vous obliger à aimer tout le monde. Hein, vous n'avez pas le droit de ne pas aimer les gens. Donc là encore, il faut bien distinguer. Alors évidemment que personne n'est pour la haine sur Internet. Personne. Mais comprenez que tout ça, c'est euh, de la dialectique. C'est vraiment du langage. C'est de la sémantique. Hein. Il y a plein de mots comme ça où finalement on veut essayer de vous faire croire un certain type de choses juste avec des mots. Juste avec des mots. Euh, je vous donne un exemple récent. On vous parle des rassuristes de la santé. Non mais regardez la sémantique. Qu'est-ce qui s'oppose aux rassuristes? Les inquiétistes? Les angoissistes? Et donc on vous dit que finalement ceux qui rassurent, c'est pas très bien. Hein, voilà, c'est des rassuristes. Hein. Nous on préfère les angoissistes. Donc faut bien comprendre qu'il y a la sémantique aussi là-dedans. Euh, on est manipulé par les mots et c'est normalement pas à vous que je dois l'apprendre. Parce qu'effectivement, ils maîtrisent. Ils maîtrisent non seulement la définition des mots et l'emploi qu'on va y faire de façon courante. Parce qu'effectivement, il y a les définitions légales, mais il y a aussi les emplois courants. Et moi, quand on me sort rassuriste, j'ai des petites lumières qui s'allument partout, en me disant ouh là là, attention à la novlangue. Ah, et je dois vraiment vous avouer que c'est quand même assez, je ne veux pas dire flippant, puisque comme je vous le dis, j'ai tendance à être positif, et euh, quand je vois l'évolution, c'est ce que nous dit aussi euh, le stoïcisme, c'est que quand je vois la tendance qu'il y a depuis une quinzaine d'années, quand j'ai commencé sur Internet, on était très peu, on ne parlait pas trop entre nous. On était au tout début c'était en 2008, donc on était vraiment, pour moi en tout cas, j'étais au tout début de ma prise de conscience, et donc on n'était pas du tout aussi nombreux, on ne parlait pas de sujets aussi précis. Rappelez-vous, il y a encore 2 ans, on était hyper approximatif dans nos sujets, qu'aujourd'hui, on amène des sujets complexes qui amènent à des réflexions complexes, et donc à des compréhensions complexes et des solutions complexes. Avant, on parlait de façon assez générale, et donc on avait des réflexions assez générales qui amenaient à des réponses assez générales. Je pense qu'aujourd'hui, on a commencé à affiner
Et ça a d'ailleurs été un but de ma chaîne, comme la chaîne de beaucoup de gens qui ont essayé justement de zoomer sur les choses qui, par ignorance, ne nous étaient pas accessibles, je dirais, et que maintenant, bon, la force des choses a fait aussi que c'est quand même de plus en plus visible, et que, eh bien, la masse, par exemple, je bossais jeudi dernier, j'ai été dans un CCAS. Eh bien, je peux vous assurer que toutes les petites secrétaires, elles étaient en révolution. Elles ont dit nique sa mère le masque, nique sa mère le confinement, ils disent n'importe quoi, c'est basé sur rien. Alors, effectivement, à la télé, on vous montre que des gens qui vous disent ah ouais, c'est cool le vaccin, on a besoin du confinement, c'est bien, blablabla. Effectivement, eux, ils vous montrent que ce qui peut vous induire à être pessimiste et à se dire putain, tout est foutu. Mais moi, je ne peux pas faire ce pari-là, sinon je ne ferais pas ces vidéos. Euh, eh bien, moi, je pense qu'au contraire, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux, et d'ailleurs, c'est extrêmement logique. À travers l'histoire, nous voyons bien que plus il y a d'oppression, et plus il y a de spiritualité. Et donc, eh bien, c'est un peu le combat du bien contre le mal. Euh, ne ne vous orientez pas, ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez à la télé et sur Internet et à ce que vous entendez sur la télé et sur Internet. Il y a tout un tas de gens qui sont déjà dans une démarche, qui ont déjà pris le pas, qui viennent de se réveiller ou qui se sont réveillés il y a une petite année. Rappelez-vous qu'on a eu le temps, nous. On a eu le temps de se réveiller à notre vitesse, en se disant, bah tiens, ici et ça, on a eu le temps. Et d'ailleurs, et je pense que l'être humain souverain ne me contredira pas, c'est qu'on savait que pour les autres, plus le temps allait passer, et plus pour les autres, ça allait être compliqué, parce que tout allait venir d'un coup. Que tout allait venir d'un coup, et que ils n'auraient pas le temps que nous, on a eu. Et donc, c'est en ça que j'estime que notre travail est un peu un devoir, c'est qu'effectivement, on doit essayer de faire une sorte de matelas, parce que la chute de certains risque d'être très grande. D'ailleurs, si ça peut vous rassurer, euh, la crise la crise économique qui arrive avec cette histoire du Covid et ce protocole sanitaire totalement arbitraire, eh bien, ça ne s'adresse pas vraiment à nous. Nous, on a déjà bouffé notre pain noir. Les campagnes se sont déjà vidées, l'industrie a déjà explosé, nous sommes déjà au chômage, on n'a déjà pas de thunes, on n'a déjà pas grand-chose. Donc, je veux dire, ils pourront pas faire, selon moi, hein, je peux me tromper, hein, mais ils pourront pas faire beaucoup moins que ce que nous vivons, nous, actuellement, depuis plusieurs années. Par contre, et c'est ça je l'ai pu observer, c'est que eh bien, les salaires qui sont hauts dans les entreprises, tous ces bullshit jobs, tous ces jobs qu'on a mis là, comme ça, par confort, etc., etc., et je le vois tout à côté de chez moi, hein, des gens qui prennent des gros salaires, ils se sont fait virer. Ils se sont fait virer parce que ils coûtent trop cher et que finalement, les petits gars qu'on paye à coups de lance-patate, c'est eux qui produisent. Hein, typiquement moi. C'est eux qui produisent. Par contre, le dessinateur qui plane et qui fait blablabla sur son truc, alors que moi j'ai pas besoin de dessinateur pour pouvoir réaliser un ouvrage, lui il est giclé. Et donc c'est pas vraiment, selon moi, hein, après je peux me tromper, hein, mais réellement c'est pas les pauvres comme nous qui vont souffrir. Hein, c'est plutôt les gens des villes qui sont payés à rien branler, à rien produire. Excusez-moi pour eux, hein, je ne dis pas que c'est inutile, mais c'était confortable dans les entreprises. Mais aujourd'hui, au vu de la situation, eh ben, ils évacuent les gros salaires. Et d'ailleurs, c'est une volonté du système, hein, c'est-à-dire rendre dépendants tous les gens qui étaient indépendants. Et donc ça, c'est un signe quand un État rend dépendant le maximum de gens qui, eux, étaient indépendants, eh bien, il y a un resserrement auprès de l'État. Ça, c'est pour vous rendre extrêmement dépendants, pour les rendre extrêmement dépendants, et leur faire accepter tout un tas de choses pourries, parce que, euh, comme je vous le disais, il en va de la survie du système. C'est-à-dire que pour eux, ils n'ont rien à perdre. Soit ils perdent tout, soit ils vont au bout. Et ils vont aller au bout. Donc ne soyez pas étonnés, ne vous étonnez pas en faisant des vidéos en disant ah sur le décret il y a un manquement de ci, du coup qui fait qu'il n'est pas très légal parce que il y a la... Non mais ça c'est fini.
Réveillez-vous, c'est fini, il n'y a plus rien de légal. Vous êtes dans un état de facto, de fait, parce qu'ils sont là. De façon légitime et légale, ils n'existent plus. Donc arrêtons le constat. Je vous en supplie, arrêtez de constater que voilà, à chercher le petit manquement dans un décret pour nous dire qu'il n'est pas légal ou qu'il n'y a pas de sanctions qui peuvent s'appliquer. Donc il y a des obligations sans sanctions. Là, pouf, 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 je crois qu'on s'éloigne. Je crois qu'on s'éloigne. Là, c'est le délire des hommes de droit qui ont fait 12 ans d'études et qu'ils vont chercher, bon, c'est leur job, ok. Mais d'un point de vue beaucoup plus fondamental, et ça c'est ce qui nous concerne, eh bien, vous avez la sûreté de l'article 2. La sûreté qui dit que vous êtes protégé, normalement, hein, c'est l'état de droit, que vous êtes protégé contre l'arbitraire de l'autorité. Et donc si vous voyez le protocole sanitaire depuis le début du confinement, c'est totalement arbitraire. Si vous demandez les raisons pour lesquelles on a imposé tout ça de façon non arbitraire, c'est-à-dire de pouvoir vous démontrer qu'il y a une base là-dessus et que ce n'est pas juste un caprice ou une volonté de quelques-uns pour des intérêts qui seraient peut-être temps de dévoiler, hein, puisque là encore, vous avez des tonnes de médecins qui jamais ne déclarent leurs intérêts. Pourtant, c'est la loi. Et tous les journalistes, les journalopes, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'ils accueillent un médecin, ils devraient leur demander directement quels sont vos intérêts. Et ça, pareil, ça passe à l'as. Et on va faire chier un mec comme Raoult parce qu'il envoie bouler tout le monde. Alors je ne suis pas un pro-Raoult, d'ailleurs je ne suis pas non plus un pro-démocratie ou un pro-droit de l'homme ou un pro-anarchie. Je suis un pro-rien. Le seul truc, je ne suis pas contre les choses ni un anti-chose, je suis pour le développement de la conscience et le changement du statut de l'être humain, de la personne dans notre système. Je ne suis pas non plus contre la mouvance souverain qui dévie, selon moi. Simplement, je suis d'accord avec eux sur le fait qu'il faut changer le statut de la personne. Maintenant, enlever la personne, ne plus reconnaître la personnalité juridique, je dirais en tant que concept, ça n'a pas de sens. Qu'on ne reconnaisse pas la personnalité juridique aujourd'hui parce qu'elle a été dévoyée à la chose financière, ça, effectivement, je suis contre aussi. Par contre, la personnalité juridique, même si on l'appelle, qu'elle a une autre appellation et qu'elle a un autre statut, eh bien, elle sera nécessaire. Parce qu'on est obligé d'avoir une identité. Si moi, j'ai pas d'identité, eh bien, je ne peux pas faire valoir mes droits. Et si je ne suis pas identifiable, on ne peut pas faire valoir mes obligations. Parce que c'est parce que moi, j'ai des droits que vous, vous avez des obligations. Et c'est parce que vous, vous avez des droits que moi, j'ai des obligations. L'un ne va pas sans l'autre. Et ça aussi, c'est important à comprendre, parce que c'est vrai qu'au début, on était anti-obligation. Hein, en quelque sorte, par opposition, on s'était mis anti-obligation. Sauf qu'avec la compréhension de l'anthropologie des groupes d'hommes, c'est-à-dire que tant que nous serons des grands groupes d'hommes, eh bien, il y aura beaucoup d'interactions. Et comme il y a beaucoup d'interactions, eh bien, la nécessité de les régir apparaît. Donc, on ne pourra pas l'enlever, ça. Si je veux avoir des droits, il faut que tu puisses être identifiable. Et sinon, si on n'a pas de personnalité juridique, je dirais avec un statut différent, peu importe son statut. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que si j'ai pas de personnalité juridique, eh bien, on en revient à 400 ans en arrière où seul celui qui possède le titre est le propriétaire. Avant, quand vous étiez propriétaire d'une maison, vous étiez détenteur du titre. Et donc, si vous paumiez le papier, vous n'étiez plus propriétaire. Et celui qui vous l'avait volé, lui, le devenait. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé la personnalité juridique. Avant, et ça, le EHS le sait très bien, la personnalité juridique, c'était nous. Hein, factuellement, parce qu'on n'était que dans le droit coutumier, le droit réel, le droit qui nécessite un lèse pour qu'il y ait une condamnation. Mais bon, avec l'évolution de nos sociétés, et là encore, j'ai rien à reprocher là-dessus, on était fiers de nos droits. Je peux vous assurer que quand on a séparé le corps de la dette, tous les gens étaient contents. Hein. Tous les gens étaient heureux que la dette soit séparée du corps. Sinon, ils se faisaient démembrer
pour faire payer, pour rembourser la créance. Donc voilà, il faut se réapproprier tout ça. J'ai dû partir un petit peu dans tous les sens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors peut-être que... salut Lola, alors, effectivement, on pourrait parler des masques pour les enfants de 6 ans. Moi-même, j'ai un gosse. J'ai un gosse de 6 ans et une fille de 11 ans. Et c'est pas facile. Alors, aujourd'hui, donc aujourd'hui, je n'ai pas emmené mon enfant à l'école et j'ai été voir mon médecin. Et vous savez comme je suis, hein, je pose des questions, je suis curieux. Et ben, je peux vous assurer qu'au départ, j'ai appelé le médecin enfin, j'ai été voir le médecin pour être rassuré, hein, pour qu'il me rassure pour mon petit gamin de 6 ans qui fait de l'asthme et qui, je le sais, puisque je suis son père, et qu'il y a peu de personnes comme moi qui peuvent savoir exactement où il en est d'un point de vue respiratoire. Et j'ai été le voir, et ben, je peux vous assurer que je suis ressorti plus inquiet de chez le médecin que quand j'y suis rentré. Parce qu'il ne savait pas. Alors je lui ai dit, bon voilà, mon fils est sensible des voies respiratoires, il fait souvent des crises d'asthme, et voilà, je m'inquiète quant à la conséquence des masques, etc. Alors le gars, et pourtant c'est son médecin traitant, c'est un mec assez jeune, on pourrait dire qu'il est il est assez au courant de ce qui se trame. Et il me dit, ben voilà, on n'a pas d'études qui nous montrent que le masque accentuerait l'asthme des enfants. Et je dis pourtant, je dis d'un autre côté, d'accord, il y a peut-être pas d'études qui prouvent ça, mais il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent que manifestement, l'absence d'oxygène, le manque d'oxygénation, surtout pour les enfants de 6 ans, sans parler du fait que les masques, on ne puisse pas voir euh, les expressions de visage et le mouvement de la bouche, etc., juste d'un point de vue médical, mais que le manque d'oxygénation pouvait avoir des séquelles. Alors, sur le coup, il me dit rien, et je dis, du coup, euh, qu'est-ce que l'école va mettre comme moyen pour s'assurer que mon fils n'est pas en train d'être en manque d'oxygénation? Alors là, il a fait un micro-AVC. Il m'a dit, bah, normalement, normalement, il m'a dit, hein, c'est le médecin, hein, il m'a dit, bah, normalement, ils sont formés pour ça. Ok. Alors je lui dis, bah voilà, comment ça se passe si mon fils, il respire mal? Qui va s'en apercevoir déjà? Comment ils vont le mesurer? Et qui va s'en apercevoir? Il me dit, bah, si ça augmente sa crise d'asthme, écoutez bien, hein, je vous assure que c'est un médecin qui m'a dit ça, hein. Il me dit, bah écoutez, s'il fait une crise d'asthme, il n'y aura qu'à mettre de la ventoline. Et je lui dis, mais attendez, vous êtes en train de me dire finalement que le but, c'est pas que mon enfant respire bien. Le but, c'est que mon enfant, on puisse pallier au fait qu'il respire mal. Alors là, bon, là, il a fait un micro-AVC, il m'a dit, bon, bah là, je sais pas. Là, il a été honnête, il a dit, je sais pas. Et je dis, bon, alors comment ça se passe? Voilà, dans 2 3 jours. Alors d'un autre côté, il a été sympa, le mec, il m'a dit, bah écoute, si ton gosse, il se sent mal, tu vas le voir au bout de 2 3 jours. Hein, il faut au bout de 2 3 jours, il m'a dit, non, mais vous inquiétez pas, s'il ne supporte pas le masque, au bout de 2 3 jours, vous serez au courant. Et donc, s'il fait une crise aiguë, il ne faut pas l'emmener à l'école. Je lui ai dit, bah, attendez, je comprends bien. Mais du coup, finalement, la mise en danger délibérée d'autrui, hein, le 223.1 du Code pénal, justement, il est fait pour que on n'en arrive pas à telles extrémités. Hein, c'est-à-dire qu'on prévienne le préjudice avant qu'il arrive. Bon, bah là, c'était fini, évidemment, je l'ai perdu. Alors, il m'a dit, oui, bon, bah, on ne sait pas, ils n'ont rien prévu. Écoutez, il faut essayer parce que c'est obligatoire. Il m'a dit ça, le gars. Il m'a dit ça, le gars. Il faut essayer parce que c'est obligatoire. Et il m'a dit, voilà, il n'y a rien de prévu sur les dérogations. Il m'a dit, si au bout de 2 3 jours, si vous voyez qu'il ne supporte pas le masque, eh bien, l'école va être mise en contact avec le médecin traitant, donc lui, pour voir si on ne peut pas avoir une dérogation. Mais le gars, il ne sait pas. Il m'a dit, ils n'ont pas prévu ça. Et quand il m'a dit on demandera une dérogation, il n'était absolument pas sûr qu'on pourrait en avoir. Il dit, on va essayer, on va tenter. Donc il m'a dit, là, alors évidemment, tu sais, les médecins, c'est des joueurs de poker, voilà, bon, vous inquiétez pas, je comprends votre détresse et vos inquiétudes en tant que parent, blablabla. Bla, bla, bla.
Mais je peux vous assurer que le synthé de l'accord médical, il était en PLS. Et j'étais pas vraiment, j'étais pas vraiment rassuré derrière ça. Euh, donc c'est pour vous dire que on est vraiment dans les, on est vraiment dans un conditionnement où même des gens qui ont fait bien plus d'années d'études que moi, pour être médecin, il faut au moins faire, je sais pas moi, 7, 8 ans d'études. Le type, il a aucun bon sens. Il est capable de me dire, eh ben, si ton fils il respire mal à travers le masque, t'auras qu'à lui donner de la ventoline. C'est là que je lui ai dit, non, mais tu comprends ce que tu me dis? Je peux pas moi. Donc on est dans un système totalement absurde. Alors, bon, bah, nous, on essaie de s'adapter. J'essaie toujours de faire profil bas dans ce système, puisqu'ils essaient de nous faire sortir hein, avec toutes ces aberrations. Bah, évidemment, tous les grognards, tous ceux qui sont quelque part, ils vont sortir se montrer. Et bah, quand il y aura des rafles, je ne dis pas qu'il y en aura, mais il est possible que ça en ait. Hein, se préparer pour le meilleur, enfin, espérer le meilleur, mais se préparer pour le pire quand même. Et je peux vous assurer qu'ils lâcheront rien sur la vaccination, ils lâcheront rien sur l'identité numérique et l'explosion de l'anonymat, ils lâcheront rien sur la monnaie virtuelle, parce que le système, il en a besoin. S'ils n'ont pas de système 3.0, eh ben, le système, il est déjà mort, celui-là. Donc il faut absolument qu'il passe par les GAFA, par la super technologie, par la 5G et l'extrême vitesse du transfert des données, de la remise en situation hein, dans le contexte physique et géolocalisé de ce que vous faites, où vous êtes, ce que vous regardez et quelles émotions vous avez à travers. Alors il y en a qui me disent oui, t'es un fou. Mais vous avez déjà des montres qui mesurent votre rythme cardiaque. Mais ça fait partie de votre physiologie. Ça fait partie de vos émotions. Et si on est capable avec la 5G de vous dire bah tiens tu es là, tu regardes ça. Regardez quand vous scrollez sur, sur, sur YouTube, regardez les suggestions YouTube. En termes d'algorithme, on est bon là. Hein, c'est vraiment un truc de fou. Quand vous scrollez, vous vous arrêtez sur un truc et pas un autre, etc. Tout ça, c'est enregistré. C'est enregistré et ils en savent de plus en plus sur vous. Et donc, à terme, si vous ne prenez pas conscience du comportement qu'ils génèrent chez vous, eh bien, vous serez manipulable à souhait. Donc, ce n'est pas une manipulation absolue, c'est une manipulation qui sera absolue tant que l'homme n'est pas capable d'aller au-delà de ses émotions, d'aller au-delà de ses désirs, d'aller au-delà. Tout ça, c'est écrit depuis longtemps. Qu'il y a 100 ans, qu'il y a 200 ans, qu'il y a 300 ans, qu'il y a 2500 ans, c'était déjà là. Donc on peut faire la tête, on peut mettre la tête dans le sable et faire comme les autruches. Je sais bien que c'est pas le plus beau des combats, c'est pas le combat qu'on s'était imaginé, c'était pas le combat qu'on nous a toujours vendu, la Révolution française, les panneaux, on n'est pas content, on flingue, on bousille tout, on récupère les richesses, etc. Euh, Là, on est vraiment sur autre chose. C'est une révolution intérieure. Et puis, pour moi, c'est la seule qui tient la route parce que, comme je l'ai dit, et puis après, je passerai peut-être aux questions parce que je commence à me répéter. Si vous avez des questions, comme je le disais, eh bien, c'est parce que nous avons un certain mode de société qui génère un certain mode de comportement, il nous force, il nous conditionne à accepter un certain type de comportement qui fait que, eh bien, on est obligé de régir ces comportements. Et si on ne change pas ces comportements, eh bien, dans 100 ans, 200 ans ou 2000 ans, si on a les mêmes comportements, eh bien, on devra les régir à peu près de la même manière. Pourquoi on ne va pas tous sur Discord? Eh bien, on peut y aller après, ouais. Ça sera avec grand plaisir si vous voulez. On a signé, et oui, mais on a signé, mais on t'a pas demandé ton consentement. D'ailleurs, si tu n'avais pas signé, ils auraient fait pareil. En tout cas pour l'acte de naissance. Non, je connais pas le docteur nature vivante. Je peux pas tout connaître, hein. Pardonnez-moi. Je suis un petit peu en mode ermite et j'ai qu'une vision assez séquencée et limitée de ce que nous percevons chacun de la réalité. Je peux pas tout savoir. J'essaye, hein, mais j'ai aussi une vie familiale, une vie artistique,
une vie professionnelle, une vie philosophique, une vie passionnelle, une vie créative. Ah, et je fais au mieux de ce que je peux. Euh, je fais au mieux, réellement, hein. J'ai entendu parler de nature vivante, j'ai entendu parler de beaucoup de gens aussi, hein, donc j'essaye de faire au mieux. Euh, je sais pas si je peux balancer si vous voulez vous rencontrer sur Discord, parce que c'est vrai que je pense que je vais arrêter le live dans quelques minutes. Ça fait déjà 85 minutes, c'est long et j'ai pas l'habitude de faire long. Alors, tiens, par exemple, comment récupérer son extrait d'acte de naissance original? Pourquoi faire? Pourquoi récupérer un document fictif d'une société de corrompue? Ça va te servir à quoi? À être créditeur? Créditeur de quoi? Créditeur de ta propre fiducie? Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai publié un document il n'y a pas longtemps sur l'onglet communauté de ma chaîne où on vous donne précisément, de façon extrêmement détaillée et pointue, la fiducie face au trust. Et vous verrez que ce que nous dit Romney Stewart face au trust n'est pas forcément applicable ni même similaire à la fiducie romaine face au trust américain ou anglo-saxon. Et donc, j'ai envie de te dire, moi quand j'entends créditeur, moi j'entends gros sous. Alors, effectivement, euh, comment je pourrais dire? Effectivement, nous sommes une valeur active de la création, mais dans des façons moins sophistiquées, on peut tout à fait parler du changement du statut de la personne, sans pour autant euh, aller demander à un système pourri qui vous reconnaisse comme vivant, alors que lui n'a pas du tout intégré le vivant dans son système. Je ne sais pas où on va avec ça. Je ne sais pas du tout où on va avec... effectivement, Romney Stewart nous dit plein de choses. Il a fait un sacré nombre d'études là-dessus. Franchement, il est très fort. Mais néanmoins, d'une, c'est pas une parole d'évangile, hein, selon moi. Hein, et deux, il faut que son objectif à lui soit le même que le vôtre. Moi, ce que j'ai vu, alors peut-être que j'ai mal vu aussi. Hein, moi, ce que j'ai vu, c'est bon, voilà, une petite guerre contre le système qui remet certaines choses à plat en termes de, comme on peut dire, de valeur active ou de débiteur éternel. Bon, effectivement, ça a du sens, mais je vois ça d'une façon plutôt personnelle, de plutôt individuelle. Je ne pense pas que la fraude du nom, en quelque sorte, soit la solution au problème. Pour moi, la solution au problème, c'est la prise de conscience de la masse des gens. Parce que ta souveraineté individuelle, c'est du pipeau s'il n'y a pas la souveraineté individuelle de tous les autres. Alors, c'est pas une façon de me cacher derrière tous les autres. Mais il est évident que parler de sa souveraineté individuelle à soi et ne pas respecter la souveraineté individuelle des autres, j'ai envie de dire, on retombe dans le même système, inexorablement. On sera obligé, encore de régir la jalousie, la cupidité, bla bla bla. Et donc on va faire quoi? On va faire les mêmes lois. Qu'on soit dans une théocratie, dans une monarchie, ou dans une démocratie, ou dans ce que vous voulez. Donc, eh ben, ça serait super. Ça serait super. Je souhaite que pour eux, qu'ils arrivent à faire dire au système qui est totalement corrompu, qui veut déjà pas que vous sortiez dehors, eh bien que ce sont des êtres humains qui sont vivants, qu'ils ont le statut de créditeur, ou en tout cas de valeur active. Mais ça, il n'y a pas besoin de fraude du nom pour en parler. J'ai envie de dire, Frio, par exemple, parle de changer le statut de la personne. Hein, parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais la personne, si on ne crée pas un nous papier, ben, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle de nous dans un contrat, il faut qu'on soit présent pour prouver qu'on est bien qui on est. Donc là encore, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a l'anthropologie des grands groupes d'hommes derrière. Nous sommes des grands groupes d'hommes. Alors si je ne peux pas identifier qui que ce soit, ben, où est-ce que je vais avoir la force obligatoire du contrat? Ben, on ne peut pas. Où est-ce que je vais faire valoir mes droits si personne ne peut m'identifier? Comment on va exiger mes obligations si on ne peut pas m'identifier?
Donc vous voyez, tout ça, ça ne tient pas la route. Et la personnalité juridique, eh ben, on est obligé de nous créer un nous papier, là, en quelque sorte. Et si on est 67 millions, si on ne peut pas mettre un nous papier, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle de nous, en tant qu'être humain, valeur active de la création, il ben, faut qu'on soit présent pour bien prouver qui on est, à l'instant où on parle de nous. Aïe, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Maintenant, pour moi, la personnalité juridique a eu une nécessité à apparaître. Maintenant, c'est son statut et ce qu'ils en ont fait qui effectivement est à changer. Et Friot, dans un tout autre registre, eh bien, nous explique effectivement, rien que par le fait que nous soyons dans la société, nous apportons quelque chose. Et que rien que pour ça, on doit pouvoir vivre en sérénité. Donc là encore, et je suis pas, je m'oppose pas frontalement à l'idéologie souveraine, ou au mouvement souverain, etc. C'est juste parce qu'ils m'ont beaucoup piqué aussi, qu'ils m'ont beaucoup diffamé. Euh, D'ailleurs, euh, ce qui vous montre aussi un petit peu ces souverains qui, eux, n'hésitent pas à aller contre la loi, vous diffamer, mentir, donner vos données personnelles, etc., etc., et se plaindre, eux, et faire, en plus, faire référence à la loi. Donc c'est là toute l'hypocrisie, la contradiction d'une certaine mouvance souveraine, où on vous dit, bah non, moi je crois pas aux lois de la République, et blablabla, et d'un autre côté, bah ouais, mais je vais quand même faire valoir ça au tribunal, le truc intellectuel, ou alors, voilà, moi je veux pas les systèmes, je chie du système, mais bon, j'aimerais bien quand même avoir ces avantages. Je vous assure que les gens qui veulent plus être dans le système, ils sont plus dedans. Hein. Hein, ils n'utilisent absolument rien. C'est là l'hypocrisie, je pense, d'un certain nombre de souverains, c'est que ils veulent pas du système, mais bon, ça serait bien quand même qu'ils récupèrent le fric qui va derrière euh, et les droits. Hein. Si vous voulez réellement changer, changer de monde, bah, allez chez les pygmées. Hein, vous n'avez pas d'identité juridique, vous n'avez pas d'obligation de payer des impôts, etc. Et puis, et Macron vous le dira. Hein, si vous n'êtes pas content de la France, vous pouvez partir. Oui, moi je suis esclave. Ah bah, un esclave qui veut partir, c'est pas un esclave. Donc il faut l'accepter ça. Hein. Il faut arrêter d'être hypocrite et dire oui bah non en fait je suis un esclave mais en fait je veux rester parce que je suis français, que je suis patriote ou je sais pas quoi. Et c'est un choix les gars. Donc derrière ça, il y a un consentement. Il ne faut pas être hypocrite là-dedans. Et d'ailleurs, tous ceux qui vous disent oui, mais le système, hein, bah, je suis sûr qu'ils en croquent un petit bout. Hein, soit qu'ils ont touché le RSA, soit qu'ils vont prendre de l'essence, soit qu'ils se servent du système parce qu'on est dedans. Ça me semble. C'est possible. Je ne dis pas que c'est pas possible. Il y en a qui le font déjà. Hein. Mais eux, ils ne le disent pas dans les vidéos. Eux, ils sont déjà libres. Hein, d'une certaine manière. Regardez les migrants, ils n'ont pas d'identité. On peut rien faire pour eux. En termes de loi, légalement, ils sont là, bah ouais, il a violé une petite, bah ouais, bon, on n'a pas trop les preuves, on n'a pas son identité. Bon, bah, bah ouais, mais finalement, les souverains, eux, ils veulent pas être migrants. Hein. Ils veulent pas avoir d'identité comme migrants, mais bon, ça serait bien si on pouvait quand même tirer deux, trois bords sur les bouts. Ah ouais, désolé pour le micro, je suis désolé si ça a pas, je fais pas toujours attention. 93 minutes, ça fait combien ça? Oula, ça commence à faire beaucoup. Hmm. Pour tous ceux, ce serait bien qu'on puisse échanger, ouais, carrément, un Discord. Moi, ça me plairait bien. Je vais essayer de voir. Je peux pas balancer un lien. Tout le monde a mon Discord? Mais alors, comment je peux mettre un type faire un enregistrer un flash, décultiver, tata. Euh, ce que je fais, parce que je suis pas sûr que le live va rester disponible. Donc je vais couper le live. Pour ceux qui ont mon Discord, eh ben on se rejoint dessus. On peut se rejoindre dessus, j'aimerais beaucoup échanger avec vous, ce sera vraiment un grand plaisir. Et puis, je ne sais pas comment vous passez, je ne sais pas si je peux couper ou éteindre, je ne sais pas si je peux balancer un lien, là je n'ai pas l'impression que je puisse. Euh, alors, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire un message. Top chat, pourquoi je ne peux pas envoyer de message moi? Là, partager, activer le flash, enregistrer un temps fort, partager quoi? Partager, créer un post, créer un lien, copier un lien.
Alors attendez, bougez pas. Ah non, c'est copier un lien de ça, plus... J'essaie de vous trouver mon lien Discord et de vous le balancer dans le chat pour qu'on puisse se retrouver de façon plus privée. Zut, si quelqu'un peut m'aider avant que je termine. Je sais pas si j'appuie là-haut, ça va annuler. Comment je peux balancer? Oui, le jeûne, on pourrait en parler aussi, effectivement. Le jeûne, ben voilà, hein, c'est le savoir des anciens. Ça fait des millénaires qu'on nous en parle. Ah, merci Lorelai. Je t'ai pas vu Lorelai sur le chat. J'ai balancé ton lien. Tu l'as balancé où du coup? Je sais pas. Ah, attendez. Bloqué, temporairement ajouté en tant que modérateur. Ah, tiens, alors, Marco, je sais pas si tu es là, Marco. Et je sais pas euh, si tu as mon lien Discord. Si tu l'as, je t'ajoute en tant que modérateur. Et si tu pouvais me balancer le live, le lien de mon Discord, afin que quand je quitte, tout le monde puisse se barrer et nous rejoindre là-bas pour échanger, parce que c'est vrai que moi, ça fait 1 heure et demie que je pars tout seul, je suis fatigué, et puis j'ai dû certainement dire plein de conneries. Euh, voilà, si tu arrives à me faire ça, mon petit Marco, ça serait super sur le chat, mais... euh, alors, est-ce que... Attends, mais je te vois pas sur le chat, Lorelai. Où tu es? Je te vois pas sur le live, Lorelai. Ils t'ont déjà banni, ça se trouve. Salut Jam, plaisir. Tiens Jam, ah bah tiens Jam, regarde, très bien. Hop, modérateur, mon petit Jam. Si tu peux nous balancer le lien de mon Discord, chacun ensemble. Ah, comme ça on se retrouve tous là-bas et puis je peux arrêter ce foutu live. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux de le laisser ce live ou c'était bien comme ça? LOL. LOL Jam. Euh, Ah bah voilà, alors je vais te mettre modo aussi. Hop, ça y est. Est-ce que tu as est-ce que tu le lien est-ce que tu le lien de mon Discord pour qu'on se retrouve dessus et si tu peux le balancer si quelqu'un de ceux qui sont je sais pas, pour être humain souverain, il se fait discret et je peux pas lui en vouloir. Il a toujours été comme ça et pour moi ça a bien marché. Alors bon, je peux pas trop lui reprocher. Ouais, merci. 72 fois. Merci Lorelai. Bon, bah écoutez, euh, merci de m'avoir suivi. Et puis on se rejoint sur le Discord pour papoter. Pour ceux qui sont. Lorelai vient de balancer le lien. Puis on peut se retrouver là dans quelques minutes. Voilà. Ok, au revoir le live. Bah, je vais le laisser peut-être. Je sais pas si je vais le laisser longtemps. Ouais, voilà, c'est ça, chacun ensemble. Ouais. Ok, super. Bon, bah, à tout de suite. Je coupe le live, je le laisserai quelques jours et peut-être que je l'enlèverai après, peut-être pas, je sais pas. Je le réécouterai pour savoir si j'ai pas dit trop de conneries. Bisous, je vous embrasse et merci, merci de votre participation.